Une année s'est achevée, une autre commence et des événements qui rythment le quotidien continuent et continueront d'ailleurs toujours, eux, de nous interroger, de nous martyriser, de nous réjouir, de nous convoquer à l'action. Sur l'interminable route du temps qui passe, 2020 a clos ses portes et 2021 a pris le relais depuis plusieurs jours maintenant. Occasion pour nous de marquer une petite halte sur quelques faits marquants de cette incroyable année 2020 qui aura donné bien des tourments à la communauté humaine tout entière. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Un numéro que j'ai le plaisir de présenter pour revisiter pour vous, avec mes deux invités, quelques événements qui ont marqué l'actualité de cette année 2020 au Burkina, en Afrique et dans le monde. Et vous savez quoi? Ce sont mes invités qui ont composé le menu de cette émission avec une brève sélection d'événements auxquels elles ont été sensibles. Deux invités et deux dames, donc, que j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui. Yeli Monique Kam, bonsoir. Bonsoir, M. Tomondi. Chef d'entreprise, entrepreneur social et femme politique, celle qu'on appelle désormais la Yenenga de l'éducation, était candidate à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, MRB, le parti qu'elle a créé et qu'elle préside depuis août 2020. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. C'est moi. Adiza Sanoussi, bonsoir. Bonsoir, M. Tomondi. Auteur de plusieurs ouvrages, dont un vibrant témoignage de vie sur l'œuvre majeure de Bernard Lidéa Ouedraogo, celle qui s'appelle en réalité Alizata Sana à l'état civil, place régulièrement dans ses romans la société devant le miroir de ses réalités et errements. Témoins, les deux maris, devoir de cuissage et Yalla s'exila. Adiza Sanoussi, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Bienvenue sur le 120e numéro de votre émission Périscope. Impossible d'évoquer cette année 2020 au Burkina, mais tout d'abord, sur notre tour d'horizon des faits majeurs de 2020, on parlera bien évidemment du Burkina Faso où le président Roch-Marc Christian Kaboré, fraîchement réélu avec 57,74% des voix, vient de reconduire Christophe Dabiré au poste de Premier ministre. Que pensez-vous de ce choix, Monique Yeli Kam? Merci, M. Tomondi. Avant de prendre la parole, permettez-moi de saluer, de profiter de votre micro pour présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année à la population burkinabé. Je souhaite à chaque citoyen mes vœux de paix pour la nation, mes vœux de succès dans toutes nos entreprises. Donc, qu'est-ce que je pense de la nomination de M. Christophe Dabiré? J'accueille cette nomination avec, en tout cas, fierté, parce que cette nomination va mettre en place une équipe qui va poursuivre les chantiers, les grands chantiers de développement du Burkina, qui ont été déjà déroulés et annoncés par le président, à savoir la réconciliation, la relance économique et aussi la paix dans le pays. Donc pour vous, pour moi, ce choix de la continuité était le bon choix à faire? Non, ce n'est le choix de la personne m'importe peu, c'est la poursuite des chantiers. Le programme de gouvernance annoncé pour le retour de la paix, la cohésion sociale qui m'importe beaucoup. Donc, ce monsieur, c'est vrai, nous l'avons déjà connu, il a fait son expérience, mais le chef de l'État, il a un pouvoir de décision. Donc, il a exercé ce pouvoir-là. Je n'ai pas à le juger parce que je sais qu'il a reçu plusieurs candidatures et ce monsieur-là, M. Dabiré, doit être le choix, en tout cas, qui a fait l'unanimité. C'est lui qui a fait donc l'unanimité. Vous pensez la même chose à Adiza Sanoussi? Êtes-vous contente, satisfaite que Christophe Dabiré continue? Bon, contente, satisfaite, c'est comme si j'avais aussi un pronostic particulier. Mais c'est quand même cohérent dans la gouvernance du président Kaboré. Et tout son quinquennat, vous vous rendez compte que le gouvernement n'a pas beaucoup changé. C'est surtout les remous sociaux qui ont amené certains changements, notamment au niveau de l'économie ou de la sécurité. Sinon,
Les ministres qui ont été nommés depuis son élection sont restés là. Et Roch reste cohérent aussi avec la population qui l'a réélu. Ça suppose quelque part que nous, en tant que citoyens burkinabés, nous voulons aussi la continuité. Et donc, c'est tout à fait cohérent. Mais il faut reconnaître aussi que M. Christophe Dabiré a quand même beaucoup d'atouts, vu les différents programmes qui ont été déroulés, les préoccupations qui ont été exprimées par les différentes couches sociales, surtout le côté dialogue social. Quand même, en Afrique, ici, nous avons beaucoup de respect pour les cheveux blancs et avoir une personnalité d'un certain âge en face de soi pour un dialogue, ça pèse quand même assez lourd. Cela compte donc. Mais quand même, je regrette que ce ne soit pas une femme qu'on ait cette fois-ci comme Premier ministre. Bon, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Pourquoi pas, Madame Yeli Monique Kam. En tout cas, impossible d'évoquer l'année 2020 au Burkina sans s'arrêter sur les élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre. Et pour Adiza Sanoussi, justement, ce rendez-vous électoral constitue l'un des événements les plus marquants de l'année qui s'est achevé. Pourquoi? Oui, parce que c'est quand même un défi qui a été relevé vu toutes les angoisses qu'on avait à organiser ces élections, notamment la menace sécuritaire. On se disait que ce n'était pas possible de joindre certaines régions du pays et donc ce seraient des personnes marginalisées. Par conséquent, on devrait reporter les élections à une date ultérieure. Il y a aussi la maladie du corona qui est là, qui nous menace et qui menace l'humanité entière. Or, nous savons que les élections, c'est des grands rassemblements. Et donc, tout ça, c'était des défis qu'il fallait relever. Et quelque part, je pense que nous devons être fiers d'avoir pu mener ces élections-là à bout. Et parce que ça s'est vraiment très bien passé. Et le dialogue était franc, c'était courtois. Il n'y a pas eu vraiment de tir de flèche en tant que tel entre les différents candidats. L'expression était libre. On avait le droit de dire ce qu'on pense. Les différents programmes ont été totalement déroulés. Et je peux constater aussi que la majorité des candidats a pu joindre toutes les 13 régions du Burkina, ce qui est déjà très important parce qu'on avait vraiment peur. Même si on peut relever quand même que nos soldats, on a au moins eu 14 soldats qui ont été tués. Ils sont tombés dans une embuscade du côté de Tinakov. Oui, et qui a entraîné même la suspension de la campagne pour 48 heures pour certains candidats. Et donc, avec tout ça, on peut dire quand même que ça a été positif. Ce que je regrette encore, je peux dire que c'est une sorte de régression dans notre promotion du genre, parce qu'en 2015, on avait quand même 3 femmes candidates, et cette fois-ci, je constate qu'il n'y avait qu'une seule femme. Et au niveau de l'Assemblée nationale aussi, je constate qu'on a beaucoup reculé. C'est carrément une femmes sur les 127 députés oui, à l'Assemblée nationale. Même en 2012, où on se disait que c'était une période plus ou moins floue, il y avait quand même beaucoup plus de femmes que cela. Et je ne parle pas de celles qui seront suppléantes plus tard, mais je pense que sur ce plan-là, on peut mieux faire. En tout cas, ce n'est pas Mme Kam qui vous contredirait, elle qui s'est battue et qui continue de se battre pour que les femmes portent leur voix là où il le faut. Mme Kam, vous étiez sur la ligne de départ de cette compétition, notamment pour le fauteuil présidentiel. Comment avez-vous vécu cette expérience? Comment j'ai vécu cette expérience? D'abord, il faut saluer le fait que ces élections ont pu se tenir à bonne date malgré le contexte difficile et malgré aussi les irrégularités. Et les participants, c'est-à-dire les candidats, sont tombés d'accord, ils ont accepté le résultat. Ça, c'est à féliciter. Parce que les élections dans nos contrées se terminent toujours débouchées à des violences. Et Dieu merci, nous avons pu en tout cas terminer ces élections-là sans violence et trouver un consensus au nom de la paix et continuer la marche de notre pays. Donc, comment j'ai vécu ces élections? Ces élections, effectivement, comme Madame l'a dit, j'ai pu faire quelques régions, toutes les régions d'ailleurs. Mais je vous dis, je vais m'appesantir sur ce que j'ai vu sur le terrain, à savoir le bilan, en tout cas la pauvreté, la situation des électeurs, l'état de pauvreté des électeurs, les écoles qui sont fermées, les enfants qui sont déscolarisés. Et c'est cela ma préoccupation. Les enfants
qui vadrouillent dans la rue sans éducation, ça c'est une grande préoccupation pour la nation lorsqu'on sait que les enfants sont l'avenir de notre pays. Et un enfant sans éducation est une arme contre la nation. Et ça c'est une phrase forte qu'on va retenir, hein. Un enfant sans éducation est une arme contre la nation. Oui, oui. Et j'étais la seule femme, en tout cas cette année, qui a participé à l'élection présidentielle. Et j'ai pu apprécier, j'ai pu approcher les populations et j'ai pu comprendre aussi comment les conditions de vie, le déséquilibre entre les régions, je l'ai vécu. Dans certaines régions, les populations manquent de presque tout, l'administration est absente et ça m'a marqué. Oui, ça vous a marqué, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y avait 3 femmes qui ont déposé leur candidature donc, auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Au final, vous étiez la seule engagée dans la course et à l'arrivée, vous n'avez recueilli que 0,23% des voix. Ce résultat vous déçoit-il, Monique Yelikam? Ce résultat me réconforte. Parce que une femme dans nos contrées qui participe à une élection présidentielle, nous étions 3, 2 n'ont pas pu participer. Et j'étais en face de 12 candidats. Et cela veut dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'offres suffisamment d'offres féminines, alors que nous représentons plus de 50%, à peu près 52% de la population. Donc ça, c'est déjà, en tout cas, une offre en moins. Alors que nous, les femmes, c'est nous qui souffrons. En 2020, nous avons souffert. Nous avons souffert de la pauvreté. Nous avons souffert du chômage de nos enfants, le sous-emploi de nos maris, pères de famille. Et nous avons souffert également de l'inefficacité du système éducatif qui produit que des chômeurs. Donc, cela veut dire que les femmes ont besoin dans notre société de s'exprimer. Il faut aller au combat, il faut exprimer ses aspirations, il faut participer au vote. Donc nous sommes allés sur le terrain et vous dites que j'ai recueilli que 15% des voix. Mais sachez... 0,23%. Pardon, 15 000 voix, 0,53. 53%. Non, ne diminuez pas mon score, monsieur Tomondi. J'ai été voté par 15 374 Burkinabés. Partout, dans toutes les provinces, j'ai eu au moins une voix. Cela veut dire que les populations ont compris qu'une femme peut apporter une contribution à la nation. Oui. Une femme est compétente. Je suis partie pressentie et perdante, mais voyez que j'ai eu des voix dans toutes les régions, dans toutes les provinces, et la diaspora m'a voté. Cela veut dire qu'une femme peut contribuer. Et c'est ce message que nous avons envoyé. Et le message que j'ai transmis aux populations, c'était un message sur l'éducation. L'éducation, la base du développement de toute nation. Oui. Donc, moi, je m'en réjouis. Vous savez, chacun écrit son histoire et je ne lâche pas. Je continue à contribuer, à faire des propositions dans le domaine éducatif, afin que ces propositions-là soient entendues par les gouvernants et prises en compte dans les programmes éducatifs. Une femme au combat, donc, une femme au combat, Adiza Salussi. Oui. Par contre, moi, j'espérais quand même un meilleur score, vu qu'on a déjà l'expérience de femmes qui ont voulu la présidence. On a vu pendant l'insurrection... Et qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Mais ce n'est pas mathématique non plus. Non, ce n'est pas mathématique. C'est vrai que peut-être même que c'est moins de femmes qui ont voté que d'hommes pour la candidate. Mais avec l'expérience qu'on a, et surtout en 2014, on a failli avoir une femme présidente. Je me suis dit que la génération montante verrait les choses autrement que d'être dans une phallocratie qui ne dit pas son nom. Ah là là là, une phallocratie. Rapidement. Pour que les femmes accèdent au pouvoir au Burkina, il faut une formation. C'est dans tous les domaines. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain et une seule participation et remporter la victoire. Moi, je suis dans un processus. Et pour donner l'exemple et dire aux femmes qu'il est possible d'accéder au pouvoir par la formation, par la pratique. Et ce que je suis en train de faire, j'ai déjà envoyé ce message-là, qu'une femme peut offrir et répondre aux aspirations de la population à travers une offre politique.
Et je suis sûre que les élections prochaines, je vais gagner. En 2025, rendez-vous est pris donc. Yeli Monique Kam sera à nouveau dans les starting blocks. Vous l'avez dit, ces élections se sont déroulées dans un contexte plutôt difficile, marqué par différentes crises sécuritaires, humanitaires et sanitaires. Et pour vous, justement, Yeli Monique Kam, toutes ces crises auront vraiment marqué l'année 2020. Oui, la crise sanitaire. Voici une crise qui est arrivée subitement et a mis à l'arrêt toute l'économie mondiale. Et les faits marquants, c'est ce confinement, ce couvre-feu, la fermeture des écoles le 9 mars au Burkina Faso. C'était comme un coup de massue qui est tombé sur nous les parents, sur toute la population. Les marchés qui étaient fermés. Vous vous rendez compte la décadence. Quand on sait que la plupart des Burkinabés de la population vit, en tout cas exerce dans le secteur informel et vit au jour le jour, avec plus de 40% de la population qui vit, en tout cas déclarée, selon les statistiques, qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Vous voyez ce que ça fait. C'est un écroulement général. Et ce que je retiens, ce sont les familles qui n'avaient pas de quoi se nourrir et qui, en tout cas, allaient s'aligner pour prendre des vivres. C'est ce qui m'a marqué. Et c'est le délabrement de notre système sanitaire. Donc, cette pandémie est venue mettre à nu le délabrement de notre système sanitaire, qui était déjà même en difficulté, puisque nous avions toujours ces maladies dites négligées qui sévissent dans nos contrées, à savoir le paludisme et bien d'autres, la tuberculose, qui sont éradiquées dans d'autres contrées. Mais au Burkina Faso, nous avons encore ces maladies. Et ce que je redoute, c'est que ces maladies dites négligées-là ne prennent, en tout cas la surveillance, ne prenne du recul, et qu'après la pandémie de la COVID-19, en tout cas, et d'autres problèmes de santé publique vont se poser à notre population. Et je déplore le bilan qui est là, les morts dus à la pandémie du Covid et aussi les maladies. Et jusqu'à présent, chaque jour, on publie que, en tout cas, il y a de nouvelles contaminations. Et vraiment, ça, c'est déplorable pour notre économie et pour l'ensemble de la population. Et j'exprime toute ma compassion. Des contaminations à la hausse, donc les groupes terroristes restent en effet très actifs et ont fait beaucoup de victimes parmi les populations civiles, mais également parmi les forces de défense et de sécurité. Sur le plan humanitaire, eh bien, on a enregistré plus d'1 million de personnes déplacées internes. Alors, Adiza Sanoussi, le tableau était assez complexe. Oui, très complexe. Déjà, en ce qui concerne cette fameuse crise sanitaire, je trouve que la gestion a été tellement chaotique qu'actuellement, on a des difficultés à faire accepter les mesures barrières par les populations. Parce qu'au début, on a eu l'impression que les premiers responsables avaient comme ambition d'installer une certaine psychose, on ne sait pas pourquoi. Et puis, après, il y a eu des scandales autour de la gestion de cette crise. Donc, ça fait qu'il y a vraiment une rupture en matière de confiance entre les autorités et la population à ce niveau-là. Et avec les élections aussi, on a vu comment on ne parlait plus de mesures barrières. Et quelque part, peut-être que ce serait bien qu'on reconnaisse quand même que c'est ce qui est à l'origine de cette nouvelle flambée de la maladie et de la difficulté aussi des gens à accepter qu'il faut une certaine distanciation. Maintenant, quand on parle de la sécurité, souvent j'écoute quand on dit que ce sont des individus armés non identifiés. Alors, c'est curieux parce que nous sommes dans un pays de savane. Nous sommes dans la zone sahélienne. Nous sommes dans une région où on peut voir à plus de 20 mètres un oiseau qui court, pas qui vole, même en courant, c'est-à-dire au sol. Donc, quand on dit que c'est des individus non identifiés, je reste perplexe. Et vous pensez que ces individus-là sont identifiés? Je pense que les communautés les connaissent parfaitement et qu'il faut, pour gérer cette crise-là, une très bonne collaboration entre la population et les autorités. Les gens se connaissent. Ce n'est pas une crise entre deux ethnies, deux groupes ethniques ou quoi. C'est des individus, c'est les rebuts de la société, c'est les déchets de l'éducation. Donc vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de collaboration entre les États? Il y a une crise de confiance? Il y a une certaine crise de confiance qui fait que les populations ont du mal à collaborer avec les autorités. Ça, c'est un fait. Sinon, il y a certains qu'on peut identifier,
qu'on peut indiquer, mais ça ne va pas se faire parce qu'on n'est pas sûr d'être protégé plus tard. Du coup, je pense que vraiment on gagnerait à impliquer beaucoup mieux les populations. Bien sûr, les FDS doivent être mieux armés parce qu'il faut aussi qu'elles arrivent à se défendre en cas de cas, mais la collaboration de la population, je trouve que sur le long terme, ça va être plus fructueux que cette histoire de confrontation où on dit qu'on a neutralisé tant de djihadistes, on a tué. Et vous voyez que même les termes, ça dépend de qui meurt. Quand c'est les djihadistes, ils sont neutralisés, les terroristes sont neutralisés, et quand c'est nos braves soldats, ils ont été tués. Donc tout ça, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte. Peut-être que c'est des analphabètes, mais pour moi, c'est des rebuts de la société qu'il faut savoir recadrer. Et on sait d'où vient le problème. Ce n'est pas une histoire de religion. Les différentes crises que nous avons connues dans la sous-région, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, et le démantèlement de la Libye, les armes ont circulé, les gens s'en sont procurés et ils font le désordre. Ils font le désordre. Eh bien, plusieurs personnes sont disparues dans ces circonstances douloureuses pour la nation. On pense fortement à toutes les victimes, connues et anonymes, à tous leurs proches, les familles endeuillées. On pense aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent ardemment pour un retour à la paix et à la quiétude. On n'oublie pas le grand imam de Djibo, Souaïbou Cissé, 73 ans, enlevé le 11 août, puis retrouvé mort le 15 août. Moins d'un an seulement après l'assassinat, le 3 novembre 2019, de Oumarou Diko, député maire de la même ville. Djibo, ville martyre, mais Djibo qui se relève quand même peu à peu et qui reprend des couleurs. Vous êtes passé par Djibo pendant la campagne, Monique Yeli Kam? Oui, je suis passée par Dori, pas Djibo, Dori. Les populations sont résilientes. Les populations, en tout cas, tentent de se relever. Et la description que Mme Sanoussi vient de faire, c'est réel. Les causes profondes de cette insécurité et la violence, et notamment les conflits intercommunautaires dans ces régions-là, les vraies causes, c'est le déséquilibre entre les régions. Donc cette région a besoin d'investissement. Les populations ont besoin d'investissements structurants. Les populations... C'est là où vous évoquez le déséquilibre entre les régions qu'il faut corriger. Oui, il faut corriger le déséquilibre entre les régions. Et les enfants qui ne vont pas à l'école, aujourd'hui, est une grande préoccupation pour moi, qui pense que notre avenir, l'avenir de cette nation, la nation burkinabé, repose sur nos enfants. Et il faut absolument leur donner une éducation compétitive, une éducation citoyenne. Et le bilan lourd, aujourd'hui, les conséquences entremêlées souvent à des conflits intercommunautaires aujourd'hui, endeuillent les familles. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un effritement de la cohésion sociale. Et la victoire sur le terrorisme ne se gagnera pas seulement par les armes. C'est ce que Mme Sanoussi vient de le dire. Il faut négocier. Il faut aller au dialogue. Et nos gouvernants doivent aller au dialogue. Aujourd'hui, ils savent qui nous attaquent. Parce que nous avons dans nos géoles plus de 700 présumés terroristes qui attendent d'être jugés. Il faut les juger et savoir qui sont-ils, qui les a envoyés. Voilà. Et nous avons besoin aujourd'hui de recoudre ce tissu social qui est effrité. Voilà. Il faut aller au dialogue, il faut sensibiliser les communautés, il faut intégrer dans ce processus de dialogue et de paix-là les communautés, les leaders spirituels. Alors, vous dites bien recoudre le tissu social. 2020 a été une année difficile, on le sait bien. Il y a bien entendu les questions sécuritaires, donc la crise liée donc aux attaques terroristes. Il y a aussi cette crise humanitaire avec cette inflation de personnes déplacées internes. Il y a bien entendu la crise sanitaire, on en parlera très rapidement tout à l'heure, mais 2020 a également été une année de tension sociale. Pensez-vous, je reste avec vous, pensez-vous donc que les relations seront pacifiées entre le gouvernement et les partenaires sociaux en 2021? Monsieur Tobonji, permettez-moi de revenir sur le cas des déplacés. Aujourd'hui, nous avons honte, nous les femmes, de voir nos sœurs subir des violences physiques.
Lorsque nous disons violence physique, il s'agit de toute violence portée, en tout cas subie par la femme, du viol, de la prostitution. Et aujourd'hui, nos sœurs sont là abandonnées à elles dans les champs de déplacés. Elles veulent des activités. Il faut investir et les dons, leur donner de la nourriture. Non, ce n'est pas ce que cette population déplacée recherche. Ils ont quitté leurs activités, leurs foyers. Aujourd'hui, ne peuvent pas y retourner parce qu'il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, ces populations, ce que ces femmes demandent, c'est de retrouver des activités et exercer des activités rémunératrices. Et donc, je propose... Retrouver leur dignité. Retrouver leur dignité, leur le revenu, Bon, à défaut de leur terroir, vous savez, il y a aussi des immigrations économiques pour motifs économiques. Ça peut se faire même en interne. Il suffit d'aménager des espaces agricoles près des camps de déplacés. Voilà, pour installer ces populations-là. Il s'agit d'investissements, de faire des investissements structurants, leur apprendre des techniques agricoles, l'agronomie, l'élevage. Pour les autonomiser. Pour les autonomiser. Alors ça, c'est un vaste dossier, on va sans doute y revenir. Et rapidement, un mot sur les tensions sociales et sur comment vous voyez l'apaisement de ce climat à l'entame de ce second quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Aussi, nous saluons de passage les partenaires sociaux, les syndicalistes et toutes ces personnes qui aspirent en tout cas à un mieux-être, qui ont pu en tout cas mettre de l'eau dans leur vin pendant cette pandémie-là. Et nous ont permis en tout cas de terminer l'année. Mais ce qui est sûr, avec le nouveau gouvernement qui se met en place, les cahiers de doléances seront encore ouverts et vont venir à la table des négociations. Et comment je vois les choses? Les doléances, les revendications sociales font partir des aspirations de nos peuples. C'est quoi? C'est la vie chère. Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui dans le budget familial? Ce qui pèse dans le budget familial, c'est l'éducation qui coûte cher. Et je propose que nos gouvernants regardent le cas des frais de scolarité, qui montent d'année en année, les frais de scolarité, notamment dans le privé, augmentent, alors qu'il n'y a pas assez d'établissements scolaires publics pour recevoir nos enfants. Il faut s'y pencher rapidement. Et ensuite... il y a ce qui pèse dans le budget de la famille, c'est le chômage des jeunes. Nos jeunes aujourd'hui, dans tous les cas, le rapport d'enquête générale, le rapport RGPH, a été rendu public, recensement général de la population et de l'habitation a été rendu public et a établi que le taux de dépendance est élevé. C'est-à-dire que nous avons dans les ménages des enfants adultes qui ne travaillent pas. Cela veut dire que ça pèse dans le budget de la famille. Il faut rapidement trouver une solution pour résorber ces jeunes diplômés qui sont au chômage. Il faut créer des usines par région. Il faut investir. C'est vrai que nous avons un gros problème. Notre budget est déficitaire et dépend de l'aide étrangère. Et aujourd'hui, il faut forcément trouver des voies et moyens pour investir et investir notamment dans l'agriculture, pour en tout cas, pour occuper nos jeunes. Oui. Alors, je vois que Yeli Monica met en campagne permanente, très rapidement et en 2 mots, alors, sur cette tension sociale, sur l'apaisement du climat social nécessaire à l'entame de ce second quinquennat. Alors là, c'est là que je trouve que le fait de reconduire M. Dabiré est un atout majeur du fait de son âge, comme je l'ai dit. On peut quand même lui reconnaître le mérite d'avoir plus ou moins apaisé le climat social. Mais d'aucuns vous diront que le coronavirus est venu comme une planche de salut pour le gouvernement. Oui, peut-être en France aussi on dirait la même chose pour les gilets jaunes. Mais ce que je veux aussi, il faut qu'on évite aussi les promesses mirobolantes. Quand on sait que la revendication n'est pas réaliste, il faut le reconnaître tout de suite au niveau du gouvernement et dire ce qui est vraiment réalisable et réaliste. Souvent, on a l'impression qu'ils font des promesses quand les gens sortent dans la rue.
Oui. Est-ce qu'ils promettent moi émerveille le couteau sous la gorge? C'est ce que vous voulez dire? Et maintenant, après, quand on passe à l'application, ils se rendent compte que ça, c'est pas possible et puis on recule. Donc on joue, on danse du tango tout le temps. On fait 3 pas en avant et puis un pas en avant et 2 pas en arrière. Ça a été une des limites du quinquennat passé. On prend une mesure, le lendemain on recule et je pense que ce côté-là, il faut vraiment qu'on revoie ça, faire des promesses réalistes et puis peut-être aussi qu'il faut expliquer aux citoyens qu'on n'est pas si riche que ça. D'ailleurs, on le sait. Mais pour qu'on accepte qu'on n'est pas aussi riche qu'on le pense, il faut que le train de vie de l'État aussi soit un peu réduit. Hein. Si vous vivez bien et puis vous nous dites qu'il n'y a rien à manger, on ne va pas vous croire. Vous mangez des poulets et puis nous on mange du poisson sec, c'est difficile. Hein? Si vous mangez du poulet et puis nous on mange du poisson sec, c'est difficile. Permettez-moi de terminer mes propos. Il faut qu'on avance, madame. Il faut qu'on passe à une autre étape, sinon on ne pourra pas aborder les sujets que vous-même vous avez choisis. 2020 est une année difficile. Aussi, en raison de la pandémie de la Covid-19, on l'a dit tout à l'heure, le dernier point affiche 7563 cas confirmés. Je parle du Burkina. On a 5474 guérisons et 89 décès à la date du 5 janvier. Le Burkina compte 2000 cas actifs depuis l'apparition, le 9 mars 2020, des premiers cas. Le nouveau coronavirus n'a pas frappé que le Burkina, mais le monde entier. Le monde entier, car l'Afrique, continent le moins touché également, est également dans la BAC par cette pandémie. L'Afrique compte tout de même plus de 2 900 000 cas confirmés de Covid-19. C'était à la date du 7 janvier, donc c'est à la date du 7 janvier 2021, selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avec 1 600 000 guérisons associées et 69 000 décès signalés. Malgré tout, l'Afrique a pu dérouler son calendrier électoral très chargé en 2020. Togo, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Niger, République centrafricaine. Eh bien, comment jugez-vous donc la tenue de ces élections sur le continent? C'est vous qui avez choisi de parler de cela, Yeli Monique-Kam. Comment je juge? En tout cas, la plupart des pays, une dizaine de pays d'Afrique, ils ont pu tenir leur calendrier électoral. La plupart de ces élections ont débouché sur des contestations et de la violence, sauf le Burkina Faso. C'est à applaudir. Nous rendons grâce à Dieu. On a fait l'économie d'une crise post-électorale. Nous avons fait l'économie d'une crise post-électorale. Alors, qu'est-ce que nous en pensons? Cela veut dire que cette démocratie-là, c'est un modèle importé qui n'est pas adapté à nos réalités. Pourquoi des élections tout le temps? Nous sommes sûrs même d'ailleurs que les résultats seront contestés et que, en tout cas, ces élections vont déboucher, en tout cas, sur une crise post-électorale. Ça veut dire quoi? Il faut plus organiser les élections? Non, il y a plutôt que nous devons analyser qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, c'est un mode de gestion de nos nations qui n'est peut-être pas adapté. Il faut faire une analyse et c'est le lieu de faire cette analyse-là. Il faut renforcer nos institutions, il faut éduquer nos populations. Je reviens sur l'éducation. Sans éducation, puisqu'il s'agit d'une offre politique, à savoir une loi de l'offre et de la demande, hein, les politiciens sont des offrants et les électeurs sont des demandeurs. Donc, le demandeur, il veut en tout cas une offre qui soit bénéfique. Et les offrants sont là et leur offre n'est pas lisible. Les populations ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas faire librement leur choix parce qu'ils ne sont pas éduqués. Je reviens encore. Il faut une éducation citoyenne. Il faut éduquer nos populations. C'est pourquoi je dis l'école. Il faut réformer l'école. Nous suggérons une réforme profonde de nos écoles, de l'école. Une école citoyenne, une école compétitive, adaptée en phase avec nos réalités et nos besoins de développement. Et c'est une population éduquée qui est libre de choisir. D'ailleurs, même, il faut apprendre à nos populations ce que c'est qu'un citoyen. Le manuel du citoyen est là. Il y a même un ministère qui milite, qui travaille à faire découvrir les droits civiques et moraux des citoyens. Et où en sommes-nous? Donc il faut retravailler sur tout ça, réformer l'école, réformer la démocratie, revoir le système électoral, c'est ce que propose Yeli Monique-Kam et se demande même s'il faut continuer d'organiser des élections en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ces différentes élections-là, ce qui marque au départ déjà, c'est
velléité de modifier les différentes constitutions pour avoir les troisièmes mandats, comme on l'a vu en Guinée, comme on l'a vu d'une façon détournée en Côte d'Ivoire. Et là, effectivement, je suis d'accord avec Mme Kam. J'ai l'impression qu'effectivement, le système démocratique tel que mené actuellement n'est pas adapté à nos réalités. Et pourquoi on nous envoie chaque fois des observateurs internationaux qui trouvent que tout va bien et que les populations elles-mêmes estiment que ça ne va pas, qu'on conteste, qu'on proteste, qu'on refuse d'accepter ceux qui sont supposés avoir été élus. Bon, au Burkina, on a aussi la coordination domestique pour observer les qui élections accepte, et qui fait un travail remarquable. Mais Dieu merci, notre élection s'est plus ou moins bien passée. Et au Niger aussi, on voit que ça va, peut-être parce que leur président a eu la sagesse de ne même pas écouter ceux qui voulaient qu'il passe à un troisième mandat. Donc les aspirations du peuple sont là, mais ce que nos dirigeants veulent aussi sont là. Et moi, souvent, il me vient en tête d'imaginer un système tel que, au lieu d'amener les gens à jurer sur la Constitution qui a été écrite par des gens qu'ils connaissent, pourquoi ne pas recourir, par exemple, à des objets de culte? Si c'est un animiste, il jure sur le fétiche de son village. Si c'est un musulman, il jure sur le Coran. Si les c'est le cas au Niger. Il jure sur le Coran, oui. Et la preuve est que quand Tanja a voulu modifier la Constitution, et le clergé musulman a réagi en se disant que s'il passait, c'était grave parce qu'il a juré sur le Coran. On ne peut pas jurer sur le Coran et puis revenir sur ce qu'on a dit. Et donc, si les chrétiens aussi, ils jurent sur la Bible, je me dis que peut-être que si on pense à une entité supérieure qui peut réagir si nous ne sommes pas dans les normes, ça peut nous amener plus ou moins à réduire nos velléités. C'est qu'il faut revoir le serment. Le président Jacques Chirac qui a dit autour des années 1990, la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Et aujourd'hui, la démocratie nous coûte très cher. L'organisation d'une élection, depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à l'élection, nous coûte très cher et pèse très cher, pèse lourdement sur notre budget. Parce que nous avons toujours eu des démocraties en réalité en Afrique. Quand vous regardez les différentes communautés, les Gourmanchés, les Mossi, c'est des élections démocratiques. Ils battent la campagne d'une manière ou d'une autre. Ils arrivent à convaincre l'électorat. La seule différence, c'est que j'estime que cette démocratie était mieux ancrée parce qu'il n'y avait pas de possibilité de frauder. Par exemple, chez les Gourmanchés, les candidats sont là et tous les électeurs s'alignent. On fait le décompte, c'est officiel, on sait qui a voté qui. Et même quand on a parlé des cautions, il y a certains qui se sont plaints que ça veut dire que les pauvres ne peuvent pas diriger. Mais un pauvre n'a pas à vouloir être président d'une nation. Si tu es pauvre, tu cherches à manger d'abord. Même dans la société traditionnelle, c'est les gens qui avaient une certaine assise financière, sociale, qui se présentaient aux élections parce qu'il fallait donner des petits cadeaux par-ci, par-là. Il fallait avoir des hommes pour battre la campagne avec soi. Et donc, je pense que la démocratie fait partie de nos valeurs africaines. Seulement, le système qui est appliqué actuellement ne répond pas à nos aspirations parce qu'il y a déjà l'affaire d'alternance à laquelle nous ne sommes pas habitués. Pour nous, un chef, il est chef. Tant qu'il n'a pas commis une grosse bêtise, il reste chef. Il faut qu'il reste là. Et quand il commet la bêtise, c'est lui-même qui prend ses responsabilités. Il n'attend pas d'être destitué. C'est lui qui s'en va. Madame Sanoussi et moi, nous disons la même chose. Donc, c'est un luxe parce que cette démocratie, l'organisation nous coûte cher. Donc, ce qu'il faut faire, il y a une voie alternative, revenir sur nos valeurs culturelles positives. Donc, organiser ces élections-là, en tout cas, comme ça se faisait avant, pas le passé. Mais je pense pas que le conseil. Yahya Jammeh, pour ne pas vous couper, il avait un système très simple pour tous les candidats, en tout cas, pendant cette campagne électorale présidentielle-là, les candidats, la plupart des candidats, y compris le MRB et bien d'autres, ont proposé cette voie alternative-là. Parce que pourquoi les élections débouchent sur la violence? Parce que ce sont les considérations, le pouvoir et l'influence des leaders spirituels. Ensuite, il y a également les considérations religieuses, régionalistes qui emportent sur le choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On revient sur nos valeurs culturelles, notre organisation traditionnelle, à savoir qu'on établit des conseils de quartier, des conseils de village, des leaders religieux communautaires. Voilà. Donc, nous avons aussi proposé, nous les candidats, une forme alternative d'organisation de la gestion de nos nations. Une forme alternative, on y arrivera peut-être. De toute façon, il faudra encore continuer les réflexions de ce point de vue-là. On parle
du continent africain en 2020. Il y a eu beaucoup d'élections en effet, mais il y a eu également un coup d'État survenu le 18 août au Mali et un fait qui a retenu votre attention, Hadiza Sanoussi. Oui, parce que là, ça fait quand même un énième coup d'État dans ce pays qui est supposé être démocratique. Un président qui a été élu, des observateurs qui ont validé le scrutin. Et puis après, on se lève, on se plaint, on parle de corruption, on parle de mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'effectivement, le Mali, c'est quand même un pays comme le nôtre qui est exposé à la menace terroriste. Mais l'observateur avisé ne peut pas être étonné de ce coup d'État-là parce que le malaise a duré assez longtemps. Déjà, entre IBK et Ibrahim Boubacar Keïta et l'armée, et quand les soldats maliens ont été tués, sa réaction était timorée. Ensuite, il y avait aussi la crise de confiance entre les hommes de rang, les nouveaux recrues et les officiers qu'on accusait d'être corrompus. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand son fils s'est offert un yacht en Espagne. Donc, il y a un hiatus total entre les aspirations de la population, ses préoccupations économiques, de sécurité même, et la vie que mène le gouvernement. Donc, ce coup d'État était salvateur. Vous comprenez donc que cette démocratie n'est pas adaptée à notre mode de fonctionnement. Et là, vous voyez pourquoi c'est une démocratie qui nous coûte cher, c'est une perte pour l'Afrique. Les dirigeants ne pouvaient pas condamner totalement parce que quelle est la différence entre celui qui prend les armes pour rétablir l'ordre dans un pays qui est dans le chaos et celui qui veut modifier la Constitution pour rester au pouvoir ad vitam aeternam? Qui la population aurait préféré? De loin, elle préfère celui qui a rétabli l'ordre. Et c'est comme ça les Maliens ont estimé que c'était le coup de grâce, c'était un coup de génie. Ils ont pratiquement applaudi. Comme cela s'est passé précédemment au Niger en 2010, je crois. Oui, voici une démocratie qui occasionne des pertes d'argent, perte en vie humaine, perte de temps, un recommencement. Voilà. Oui, mais donc, madame, est-ce que cela justifie qu'on ait encore recours au coup d'État sur notre continent? Très rapidement. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour passer au monde. Les coups d'État viennent parce que les populations revendiquent, parce qu'il y a en tout cas des remous sociaux qui appellent aussi l'armée à prendre en tout cas la commande. Diriez-vous que désormais les coups d'État sont passés de mode, Monique Kam? On n'est pas à l'abri. Je vous dis sincèrement, nous ne sommes pas à l'abri. Lorsque nous avons une population, il a été élu avec combien % de plus de 70%, le score était à plus de 70%, mais 2 ans après, cela veut dire que c'est une victoire, et en tout cas qui couvre des revendications. En trompe-l'œil. Alors, oui, en trompe-l'œil. Finir le coup d'État en Afrique, oui ou non? C'est pas gagné, parce que là, nous avons quand même une jeunesse assez éduquée. Vous voyez, le Mali, quand on a fait le coup d'État, les différentes institutions, comme d'habitude, ont commencé à menacer de sanctions, mais les gens ne se sont pas laissés faire. Donc, il faut que nos États se disent qu'ils ne peuvent plus continuer à faire la politique comme on le faisait au temps des indépendances. Ça ne fonctionnera plus. Alors, ça ne fonctionnera plus, et incontestablement, vous savez, qui était la superstar de l'année 2020, eh bien, le nouveau coronavirus apparu en République populaire de Chine en décembre 2019 et qui a mis la planète entière à genoux. On dénombre ainsi ce 7 janvier plus de 87 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 1 900 000 cas de décès. Exactement 87 808 599 cas confirmés et 1 902 433 morts. Un virus qui a fait d'énormes dégâts aux États-Unis, qui affiche ce 7 janvier 2021 21 857 566 cas confirmés et 369 990 décès. Mais au-delà des morts de la Covid-19, c'est la dernière élection présidentielle dans ce pays, les États-Unis, sanctionnée par la victoire du démocrate Joe Biden, qui fait débat. Le Capitole a même été le théâtre d'une négation de la démocratie ce 6 janvier, Donald Trump refusant de reconnaître sa défaite. Et pour vous, Monique Kam, cette actualité constitue
l'une des plus marquantes de l'année 2020. Je parle justement de l'élection présidentielle américaine. Que retenez-vous aujourd'hui de ce rendez-vous? De ce rendez-vous, le cas des États-Unis aujourd'hui, c'est que la démocratie est une quête permanente. Et aujourd'hui, voici un modèle qui était vanté, qui a été exporté à nous, les Africains notamment. Et dans tous les cas, nous organisons les élections pour satisfaire à la communauté internationale. Donc, c'est un modèle qui était vanté, qui a été exporté, un modèle vanté comme, en tout cas, un système de gestion de nos nations, un système idéaliste. Aujourd'hui, on a dit que c'est le moins mauvais des systèmes. Qui est à rude épreuve. Voici deux camps qui s'affrontent. Les républicains qui sont des conservateurs et les démocrates, en tout cas, qui prétendent, en tout cas, faire une communauté de citoyens. Ok, donc c'est une société qui est en mutation. Ce qui se passe aujourd'hui nous montre que c'est la preuve que la société américaine est en mutation. Les démocrates aujourd'hui sont représentés par Joe Biden, un Américain, et une noire américaine, une afro-américaine qui est sa colissière, qui est pressentie pour être président des États-Unis dans 4 ans, après Joe Biden. Cela veut dire que aussi, c'est l'émergence des femmes, c'est le symbole de la justice, de l'équité recherchée dans cette nation qui est divisée, qui est en effritement pour l'injustice, en tout cas en faveur des Noirs américains qui n'ont jamais été suffisamment intégrés, qui n'ont jamais joui parfaitement de leurs droits civiques. Alors, est-ce que vous avez été surpris par l'attitude de Donald Trump qui s'arc-boutait jusque-là au fauteuil et qui voilà, ne reconnaît toujours pas sa défaite? Pas du tout. Depuis le début de son mandat, nous l'avons vu venir. Tout le monde peut le dire. C'est celui-là, en tout cas, qui a vanté la race blanche, l'Amérique aux Américains d'abord, toute cette guerre-là que nous avons subie à tort, la guerre commerciale contre la Chine, en tout cas, puisque les économies sont arrimées. Donc, nous tous, nous avons subi les effets pervers de cette guerre économique qui a eu des effets désastreux sur notre économie. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons que c'est un conservateur. C'est celui-là qui veut redonner, qui est un nationaliste. Il veut se fermer. En tout cas, il s'attendait à renouveler son bail. Il s'attendait à renouveler son bail. Il n'a pas réussi. Adiza Sanoussi, est-ce que vous diriez que, parce que la démocratie américaine est un repère, on s'y réfère beaucoup, est-ce qu'on est en droit de dire que cette démocratie-là, et même voir le modèle démocratique tout court, est en panne dans le monde? Mais c'est juste que c'est la valeur des hommes qui fait les processus électoraux, Si vous mettez un Joe Biden et un Donald Trump ici, on aura aussi les mêmes résultats. Les textes ne valent que ce que les hommes en font. Mais ça a quand même tenu 244 années. Oui, mais là, ils sont tombés maintenant sur un individu au caractère volatile, imprévisible et qui n'admet pas les échecs, qui a un certain orgueil, qui manque totalement d'humilité. Et c'est ce que ça donne comme résultat. Quand vous dites alors, c'est la faute d'un homme et pas celle du système. Pas le système, pas le système. La démocratie vaut ce qu'on en fait. Elle vaut ce qu'on en fait. Et là, ici, c'est quand même un certain soulagement pour nous, les populations africaines qui avons toujours des élections avec des contestations. On se rend compte que ça peut arriver aux autres et pas seulement dans les parties africaines, francophones, noires et tout ce qu'on veut. Mais jusqu'à la puissante Amérique. Jusqu'à la puissante Amérique, c'est les individus. C'est les individus, c'est pas le système. Est-ce que justement, ils ont quand même des textes assez forts parce que si on était dans le contexte africain, il est très rare qu'un président au pouvoir perde des élections. Ça, c'est déjà un. Qu'il les perde et qu'il refuse de reconnaître et il n'arrive pas à manipuler les institutions pour revenir au pouvoir, c'est quand même rare. Ça veut dire que quelque part, quand même, ils ont des institutions assez fortes qu'il n'a pas pu déboulonner. Ça, c'est déjà positif. C'est positif. Quand même des pro-Trump, des manifestants qui ont fait éruption au Capitole. Mais quand même, les résultats ont été maintenus. Oui, maintenus, mais avec... mort d'homme, 4 personnes. Oui, malheureusement, mais dans le monde, vous parlez de mort d'homme et dans le monde en 2020, on a assisté le 25 mai à cette horreur à nouveau américaine avec la mort de George Floyd,
un noir étouffé lors de son arrestation par des policiers blancs à Minneapolis. Adiza Sanoussi, vous avez souhaité nous en parler? Oui, j'ai estimé que c'était quand même horrible qu'on appuie quelqu'un au sol avec son genou jusqu'à ce qu'il ne bouge pas. Il vous dit, ne me tuez pas, je n'arrive pas à respirer. Mais un être humain normal, on ne peut pas continuer comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Quand on dit Black Lives Matter, ce n'était pas la première fois. C'est un mouvement qui a eu lieu 8 ans plus tôt pour un autre noir qui est mort dans les mêmes conditions. Et pourquoi moi j'ai retenu cet événement-là, c'est surtout le silence assourdissant de nos dirigeants africains. À part le Ghana et Akufo-Addo qui a vraiment réagi de façon officielle en condamnant de façon ferme cet acte-là. Les autres sont restés timorés, même l'Union africaine, même l'ANC qui est supposée défendre les Noirs en Afrique du Sud, c'est sous forme diplomatique que ça a été condamné. Les responsables de l'Union africaine, c'était la même chose. C'est vrai que le forum des anciens chefs d'État africains a demandé que ce soit condamné avec énergie à travers Nicéphore Soglo, mais personne ne les a suivis. Les principales réactions, c'était sur les réseaux sociaux. Chacun se défoule, il sait qu'il est dans son salon, il n'y a pas de grands enjeux. À part les sportifs qui ont quand même réagi en mettant le genou à terre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le système, et ça c'est visible, ou des Youssou N'Dour qui ont quand même réagi. Artistes. C'est peut-être le Kenya où on a eu un petit groupuscule qui s'est amassé devant l'ambassade pour protester. Et puis le Ghana, un peu le Nigeria. Bon, peut-être qu'il y avait aussi le corona qui fait que les gens ont peur de se rassembler. Mais je me demande aussi si ce n'est pas parce qu'on n'avait pas peur des répressions policières ou encore qu'on ne se sent même pas du tout concerné par ce qui se passe aux États-Unis. Alors oui, vous l'avez dit, une minute, vous l'avez dit, ce n'était pas la première fois qu'un noir succombe ainsi aux exactions de la police aux États-Unis. Cette fois-là, on a assisté tout de même à une vague de protestations jamais enregistrée dans le monde. Pourtant, Madame Kam, toute cette ola mondiale ne semble pas avoir changé grand-chose. Oui, pourtant, cette ola mondiale, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette lutte des classes aux États-Unis aujourd'hui. La montée en puissance avec la victoire des démocrates dans les différents congrès en Géorgie et voilà, dans les deux grandes contrées. Voilà. Donc aujourd'hui, cette société est en mutation. C'est une société américaine qui aspire à la justice, à l'équité, à la paix. Et il faut savoir que partout dans le monde, c'est-à-dire cela vaut à l'international, dans les pays dits développés et dans les pays du tiers-monde. Les injustices, la haine débouchent toujours à de la violence. Donc, aujourd'hui, l'émergence, l'accession de Joe Biden avec sa colissière afro-américaine est déjà un symbole d'équité. Une société qui est en transformation et finalement les Américains vont pouvoir vivre en paix dans une société unie. Et le mot d'ordre et le leitmotiv de Kamala Harris est unir notre pays et guérir l'âme de notre nation. Je sens que vous irez lui rendre visite pour préparer les prochaines échéances. Il faut quand même dire que c'est du long terme, parce que quand Barack Obama a été élu président, les Africains se disaient ouf, c'est la fin du calvaire des Noirs. Mais en fait, les comportements sociaux, ça ne se change pas comme par coup de bâton magique. Il faut vraiment le long terme pour et du temps, on n'en a plus. Et je m'en vais vous demander, juste pour conclure cette émission, et en une minute, Madame Kam, un nouveau cycle commence donc pour la communauté humaine. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la marche du monde en 2021? La création, l'éducation et la création des richesses partagées. Créer de la richesse et les partager équitablement. Créer de la richesse et les partager équitablement. Abracadabra, il faut que le bâton marche. Adiza Sanoussi. Oui, la solidarité, parce qu'il faut qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas dans des bulles fermées. La planète appartient à tout le monde. Et si le bateau coule, nous allons tous couler avec. Autant le coronavirus nous a montré nos limites, autant nous devons prendre en compte les menaces qui découlent du changement climatique et les intégrer dans nos comportements pour un avenir meilleur de nos populations. L'éducation pour tous. Retrouver nos valeurs, mettre au cœur de toutes nos dynamiques et
et de toutes nos politiques. L'éducation, chère donc à la Yenega de l'éducation. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 120 qui recevait pour vous Yeli Monique Kam. On l'appelle la Yenega de l'éducation tout simplement. Merci pour vos éclairages. Merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Adiza Sanoussi, elle est écrivaine. Merci Adiza Sanoussi pour vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie, qui a assuré la réalisation de ce numéro avec le concours bienveillant de toute l'équipe technique du jour. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission. N'oublions pas tous ensemble de prendre soin les uns des autres, surtout en ces temps de coronavirus où nous devons inscrire le respect des gestes barrières dans nos actes quotidiens. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.